Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Ravi d'être avec vous et Également. avec toi pour faire cette recette d'entremets où on va travailler autour de la noix de coco et de l'ananas pour travailler plusieurs textures. Et donc cette coco et cette ananas, on va l'arrondir avec le thé jasmin. Voilà, Magnifique. faire un mariage et apporter cette note un petit peu florale. Ok. Donc Parfait. on va commencer par réaliser le croustillant. Donc on va réaliser un shortbread à la noix de coco et au citron vert. Ok, Ok. parfait. Alors très simplement, on en va mettre notre beurre dans la cuve du batteur, à tourner avec notre sucre roux, notre cassonade et notre zeste de citron. On va bien penser à toujours essayer de zester notre agrume directement par-dessus une préparation pour surtout ne pas perdre aucune saveur. On met tout ça à tourner et on va faire un crémage. Donc le beurre à température ambiante, ça permet de gagner un petit peu de temps. Voilà, notre coco râpé. Une fois qu'on aura notre beurre crémé avec le sucre, on pourra ajouter nos poudres. Un petit coup de corne. Voilà, donc ce shortbread, une fois qu'il sera bien mélangé, on l'étalera entre deux feuilles de papier guitare. Ouais. On le passera un petit coup au frigo et on détaillera Étalé à nos combien à cercles. peu près 5 mm d'épaisseur. Voilà, donc là tu vas pouvoir ajouter les poudres directement dans le batteur. S'il te plaît. Oui, chef. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Voilà, c'est juste un simple mélange. Une fois qu'on a l'obtention d'une pâte, on l'arrête et on l'étale directement. Ça sert à rien de la laisser se corser. Bah surtout, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, sur ce genre de pâte, plus tu vas la pétrir, plus tu vas la compacter, Moi, elle sera croustillante. moins elle sera Bien. friable. Et en plus, on a un sablé enfin, du coup, un sablé, je trouve, qui remouille beaucoup plus rapidement en plus dans un entremets. De toute façon, je pense que les pâtes, mis à part bien évidemment toutes les pâtes qui doivent être pétries, c'est un simple, quelque part, un simple amalgamage des matières. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une base que moi j'aime beaucoup. Alors, effectivement, là, tu l'utilises dans les gâteaux. Même en chocolaterie, on a fait des simples petits shortbread comme ça en Enrobé. de chocolat. C'est vrai que c'est un sablé qui a une texture vraiment avec la cassonade qui est Oui, très tout à fait. croustillante et la petite note de fleur de sel. Elle est, c'est marrant parce que je l'ai faite la dernière fois au muscovado. Et le goût du muscovado, que j'adore, est très intéressant aussi, mais on a moins ce côté craquant du coup du sucre roux. Alors, ce que je fais, mais alors moi c'est pas dans ce cadre-là, mais sur les strudels, sur beaucoup de sablés, je fais justement un mélange de cassonade et de muscovado pour avoir l'apport du goût du muscovado et garder un peu le croustillant de la cassonade. Alors là, pour gagner du temps, dans la démo, on va l'étaler entre deux feuilles guitare. Bien évidemment, en production, on laisse refroidir la pâte et on l'étale. On peut sans problème l'étaler avec un laminoir une fois qu'elle a repris un peu de froid. Mais alors pas trop, parce que c'est une pâte qui est Oui, pas liée après, avec sinon les œufs, elle revient très se- très dure. Mais elle se casse. J'ai fait des fonds reconstitués aussi avec une base de D'accord. shortbread. bah, c'est marrant parce que je me souviens que c'est ce qu'on avait fait sur l'entremets glacé à la Coupe du Monde. En fait, le shortbread, comme c'est très gras, une fois qu'il est cuit, tu le relaisses tourner à la feuille au batteur et ça te fait des petits grains, des petites boulettes de sablé qui sont ultra croustillantes justement pour faire un sablé reconstitué. Ouais. La seule chose, faire attention, c'est que c'est une base qui est quand même assez sucrée. Oui, Et forcément. du coup, quand on refait le mélange, moi ça m'est arrivé de faire des tests sur des Bah, sablés reconstitués et Bien souvent, qu'est-ce qui rend les choses croustillantes et craquantes? oui, c'est le sucre. c'est le Ouais, sucre, non, hein. bien sûr. Voilà, justement, ça sert à rien de trop la faire tourner. L'avantage de pouvoir l'étaler aussi entre deux feuilles, il suffit de la mettre un petit peu au carré, puis on va pouvoir l'étaler directement. Alors c'est vrai que moi je trouve que c'est aussi bien
de l'étaler, de le laisser prendre un petit peu au frigo pour le détailler. Et ensuite, on va la cuire sur feuille chine-pain, justement, pour pas, pas que ça bouge. Après, c'est vrai qu'on peut aussi le cuire en plaque et revenir le détailler après cuisson. Légèrement chaud. Légèrement, ah oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, on va se le placer au frigo et ensuite on va le détailler avec un emporte-pièce de 16. Voilà, donc là le sablé, on en avait préparé une feuille en mise en place. Voilà. Ouais, donc tout simplement, une fois qu'il est figé au frigo, je décolle la feuille, je le retourne et on va détailler nos deux disques de 16 cm de diamètre, puisqu'on va travailler sur un moule thermoformé qui fait 17 de diamètre, donc on va prévoir le sablé un tout petit peu plus petit. Donc voilà, juste le passage au frigo, c'est largement suffisant, pas besoin de vouloir forcer à le mettre au congélateur. D'accord? Au contraire, c'est trop dur à détailler. Donc ça, on va se le cuire au four ventilé. Quelle température? À 145 degrés, 140, 145 et une vingtaine de minutes. Ok. C'est pas très grave, justement, on le cuit assez bas. C'est pas un sablé sur lequel on cherche forcément une coloration très importante. Alors, là, on va se réaliser notre biscuit. D'accord? Donc en fait, c'est un biscuit sur une base de pâte d'amande pour avoir quelque chose de très moelleux avec pas mal de mâche. En fait, c'est quelque part, tu connais le biscuit Sacher. Une base de Sacher. Voilà, c'est une base de Sacher, mais sans chocolat. Voilà, exactement. C'est comme si on avait quelque part un pain de gêne qu'on venait réalléger avec des blancs de montée. Ok. Magnifique. Donc là, on va se servir du robot coupe et on va commencer par mixer notre gingembre confit pour obtenir une pâte de gingembre en fait. Okay. On va le prémixer avant d'ajouter la pâte d'amande et on va faire notre zeste de citron vert par-dessus notre pâte d'amande. Donc là on est d'accord, je zeste que le gingembre. Pour l'instant, on prémixe le gingembre. On va essayer d'en faire une pâte de gingembre en fait pour... Voilà, impeccable. Derrière on peut y ajouter la pâte d'amande avec nos zestes. Et notre première partie de sucre semoule. Alors on va bien mixer tout ça et ensuite progressivement on va y ajouter les œufs et les jaunes. Alors là on peut se permettre de le faire au robot coupe parce qu'on fait une plaque de biscuits. Maintenant c'est vrai que dans un laboratoire de production on n'a pas toujours forcément la taille adaptée du robot coupe. Par rapport à la quantité de biscuits qu'on veut faire. Donc un mélange comme ça, on peut très bien le faire. Bon, évidemment, il faut mixer d'abord quand même le gingembre pour le rendre pâteux. Mais c'est vrai que l'incorporation des œufs, on peut très bien la faire dans une cuve de batteur avec la feuille. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que je conseille de faire le pré-mélange avant de le monter. Ouais, bah même de chauffer un petit peu, de tempérer en fait la pâte d'amande soit au micro-ondes, soit dans une étuve à 40-45 degrés. De cette manière, elle est beaucoup plus tendre pour absorber l'huile. On est bien, je pense. Oui, c'est parfait. On n'a plus de traces de morceaux de gingembre. On peut s'ajouter graduellement les œufs. Hein, tu sais, c'est surtout l'idée d'avoir vraiment la pâte d'amande qui soit bien étendue. Je pense que je t'apprends rien. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y en a qui le font au batteur, il y en a qui le font plutôt au robot coupe. Il y en a qui le commencent au robot coupe, qui le finissent au batteur. Là, je le commence au robot coupe et après, une fois que ce sera complètement homogène, ce qui me plaît aussi dans le robot coupe, c'est que la rotation de la lame, la friction en fait nous tempère et nous chauffe notre masse. Et elle foisonne mieux. Et elle foisonne beaucoup mieux. Et ensuite, on la mettra à foisonner au batteur. Alors, en parallèle, on va pouvoir mettre notre petite quantité de beurre à fondre. Après, c'est vrai que sur le gingembre, il y a différents gingembres confits. Enfin, j'aime bien le gingembre qui soit assez charnu, pas trop sec. Et pas forcément trop enrobé de sucre. Quand il y a des grosses croûtes de sucre, il ne faut pas hésiter à le rincer, le repasser à l'eau chaude en fait pour finalement garder le gingembre et retirer ce côté sucre. Voilà, exactement. Et c'est vrai que moi sur les recettes de pâtisserie, on va dire plus boutique, petits gâteaux ou entremets, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à travailler le gingembre confit plutôt que le gingembre frais. Déjà de par la facilité d'utilisation et aussi parce que je trouve que le gingembre confit, au moins on a une saveur qui est stabilisée, c'est-à-dire que même en infusion, le gingembre frais, je trouve que même quand il est infusé dans une crème, même chinoisée, le goût a tendance à continuer à évoluer en fait. Sur le frais? Sur le frais.
c'est plus difficile d'avoir une régularité en fait. Voilà, donc ça, on va le foisonner au batteur. Voilà, là, ça va être bon, c'est suffisamment foisonné. Alors tu vois, les biscuits, j'essaie de pas les monter à pleine puissance de batteur. Parce que je trouve que c'est plus sympa en fait d'incorporer des bulles d'air plus fines que quand tu le montes très très vite. Oui. Tu incorpores des grosses bulles d'air et parfois dans des biscuits, surtout quand tu travailles des biscuits assez épais, tu as des grosses bulles d'air dedans. Voilà, donc là on voit que on est vraiment monté au ruban. De toute façon, on voit vraiment la différence entre la masse telle qu'elle est quand elle est sortie du robot coupe. Elle est encore très jaune. Et là, on voit qu'elle a vraiment blanchi. Elle a pris beaucoup de texture en fait. Tout simplement, on l'a tout simplement monté au ruban. Donc là, on va débarrasser notre masse et on va monter maintenant nos blancs avec le sucre. Allez, donc là, on va monter nos blancs avec notre sucre. Alors, je mets le sucre tout dès le départ. Ok. Je sais qu'on a souvent appris, j'ai appris à Non, l'école mais de le mettre en 3 fois, mais est-ce qu'il faut. je mets tout dès le départ, au moins on est sûr d'avoir tout mis et on va pouvoir tamiser la farine, s'il te plaît. Avec plaisir. Voilà, donc pareil, les blancs, on va plutôt les monter à vitesse moyenne qu'à pleine puissance. Donc là, nos blancs, ils vont être suffisamment montés. Je les sers pas trop, hein, bien mousseux. Un petit peu comme une crème quand on fait un assemblage de mousse, hein, quasiment. Voilà. Hop. Donc là, on va ajouter les blancs dans le mélange, la première masse, et on fait un mélange très délicat, on fait un pré-mélange en fait, tout simplement avant de mettre nos poudres. En fait, j'ai tendance à alléger la masse avant de mettre la poudre, parce que je trouve que les matières sèches absorbent tout de suite beaucoup d'humidité de la première masse. Bah, surtout dans et on fait vraiment retomber les biscuits finalement quand on incorpore nos blancs. Je pense que c'est une généralité et en plus quand là tu parlais qu'on était sur une base de sachère, un sachère ah oui, quand il y a du cacao, c'est encore cacao, pire. c'est encore Ah pire. oui. Tu casses complètement. Là du coup tu le mets au filet ou tu détends On petit à petit. continue de le remélanger tout petit peu et ensuite on va faire une... alors quand j'ajoute la matière grasse, je fais toujours un premier mélange. Une petite partie de la masse dans le beurre. Tout simplement parce que si mon beurre liquide, je venais le verser directement dans la masse, il irait directement au fond de notre cuve. Et au final, on est obligé de le brasser énormément notre biscuit et perdre tout le volume. Donc on va mettre une première masse et en fait on va tout simplement le mélanger. Et ça va nous donner quasiment une émulsion, un peu comme une ganache ou comme une mayonnaise, entre finalement la matière grasse qu'on apporte avec notre beurre et l'eau qui est contenue dans les œufs. Et le mélange final ne se fait que quand on a deux textures similaires dans nos deux bassines. Donc ça, on va se l'étaler en plaque 40-60. Alors là, on travaille avec un silicone, d'accord, d'1 cm d'épaisseur. On pourrait très bien l'étaler directement en plaque à rebord ou alors avec un cadre. Ok. Je mets l'intégralité de la recette. Hein. Tout à fait. Voilà, donc ça, on va se le cuire à 175 degrés en four ventilé. Et alors je mets sur un biscuit comme ça, je mets le hurrah, la clé du four, entrouverte. Pas complètement fermée parce que sinon on a tendance à garder à faire des bulles dans le biscuit. D'accord. Mais quand même garder un petit peu du... Voilà, je veux pas qu'il souffle mais qu'il garde quand même un petit peu d'humidité dans le biscuit. Et ce que je fais, c'est qu'en sortie de cuisson, je mets une feuille par-dessus et on le retourne pour garder voilà, toute l'humidité à l'intérieur du biscuit, avoir quelque chose de très moelleux. C'est d'ailleurs un biscuit qu'on peut travailler, là on est sur une plaque qui fait 1 kg de masse. On peut le travailler au double et avoir un biscuit très très épais, ça cuit sans aucun problème. Alors là on va faire des ananas pochés qui vont rentrer dans la composition de recette de notre compoté d'ananas par la suite. D'accord. D'accord ? Donc là on va tout simplement faire un sirop avec de l'eau, du sucre et on va infuser dedans notre thé jasmin et nos zestes de citron vert. Voilà, l'idée ça va être d'infuser en fait notre sirop avec notre parfum de thé jasmin et de citron vert. Okay. On va laisser infuser 15 minutes. À 15 couvert. minutes. Voilà. Okay. Ensuite, on viendra le chinoiser, on le reportera à ébullition pour le verser bouillant sur nos cubes d'ananas. Pour qu'il soit légèrement poché. Exactement. Ok. Et à la fin, on ajoutera notre grand marnier. Le citron zesté intégralement. Intégralement par-dessus notre sirop, s'il te plaît.
Alors là, on l'a fait à l'économe. Hein. On aurait aussi très bien pu les prélever à l'aide d'un économe rasoir. On l'a fait à la microplane là. Oui. Mais on aurait pu mettre des gros zestes dedans. Donc là, notre thé jasmin et un petit film là-dessus pour maintenir l'infusion à couvert. Donc là, on va pouvoir chinoiser notre petit sirop avec notre infusion de thé, jasmin et de citron. Vert. Tout à fait. Ça me fait plaisir que tu aies un petit Voilà, peu. c'était juste pour. Voilà. On va le presser un tout petit peu pour bien tout récupérer. On y redonne une petite ébullition. Alors, pas trop non plus pour pas évaporer trop de liquide, hein, c'est pas le but. On ne veut pas concentrer le sucre. C'est vraiment juste que notre sirop soit bien chaud pour qu'il puisse venir pocher nos cubes d'ananas. Là, c'est vraiment juste porte Voilà. à ébullition, verser C'est dessus. ça. Sirop chaud et on met nos Il n'y a cubes pas de dedans. cuisson, il n'y a pas de Il y a pas de concentration. cuisson, non. Ok. Je viens juste avant, à frémissement, je viens ajouter mon grand marnier. En fait, pour que l'évaporation vienne. Voilà, je veux garder le goût, Mais pas l'alcool. mais pas l'alcool. Ok. Exactement. Que ce soit vraiment un exhausteur de goût. Hop, on met nos ananas dedans. Merci. On a bien fait d'être deux. Hein. Tout seul, je pense que j'aurais pas réussi. Cliquez. Attends, Hop, on va se mettre un petit film ça sent là-dessus. très bon. Il y a trop de bras. Il y a trop de bras là. Trop de bras. Et ça, on va se le maintenir au frigo. Ça, tu le laisses combien de temps à peu près tu le laisses. Enfin, tu le laisses. Ça, je le laisse tranquille. C'est des cubes d'ananas pochés. C'est-à-dire que je verse mon sirop chaud dessus. Je ne les remets pas en cuisson. Je les conserve. Ouais, mais donc du coup, ce que je veux frigo. dire, c'est que tu peux faire une mise en place, les faire Tout à fait. longtemps à l'avance, les verser au frigo et les prélever pour. Oui. Enfin, longtemps. Oui, La veille pour le lendemain. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, on a retiré finalement nos saveurs, puisqu'on a retiré le thé, on a retiré le Oui, les oui, citron, le donc goût, l'infusion, le goût, il il va va plus bouger. Ça marche. On attaque donc La compotée d'ananas. J'ai bien compris. Exactement. On a ici notre purée d'ananas Pure Trace, ananas Victoria de la Réunion. Ouais. Ici, on a notre brunoise d'ananas qu'on a poché tout à l'heure avec donc, notre sirop, Ok. thé jasmin et citron. Oui, citron vert. Et on a récupéré ici le sirop. On fait surtout attention de ne pas le jeter. Le jus Parce que le jus de cuisson, on le réutilise. Ok. Donc première des choses, je vais peser ma casserole, d'accord, et faire la tare sur ma balance. Pourquoi? Parce que notre confit, on va le cuire à réduction. Ok. Ça me permet d'avoir une vraie régularité. Ok. Donc là, on va mettre notre purée et notre jus à chauffer dans la casserole. Et à réduction, c'est juste où tu mets l'ananas à réduction? Non, juste le fruit. Ok. Ici, on met ça tout doucement. Tu vas pouvoir mélanger le sucre avec la pectine NHX. Sucre et pectine, tu les mets à froid? Sucre et pectine, voilà, je le mets à froid. C'est vrai que, pareil, on entend souvent dire qu'il faut le mettre à 40 degrés. Moi, je trouve que à froid, sous l'agitation du fouet, ça fonctionne très bien, ça se dissout très bien. Et je préfère que ce soit plus froid que plus chaud. Oui, parce qu'après on a des grains. Voilà, sinon Ça se dissout voilà, pas. exactement, ça se dissout pas et il n'y a rien de pire que des grains de pectine dans une Dans un une confit. compotée. Voilà, quand on le verse comme ça délicatement en pluie. Voilà, donc ça, on va le porter à ébullition. Et en fait, tu vois, sur les confits, souvent, on cuit un bouillon 1 minute, 2 minutes. Et finalement, quand on arrive après sur des productions Oui, boutiques plus grosses. ou voilà, plus grosses, eh ben, en fait, 2 minutes de cuisson, c'est pas forcément. Bah non, pour la quantité, on a donc pas. au moins, je sais que je pèse. Alors, soit je vais le prendre au réfractomètre. Cette recette-là, elle est réglée à 32 degrés Brix. D'accord. Soit je pèse à la réduction, ce qui revient exactement au même. Ok. Si on a un réfracto, c'est peut-être plus pratique de le faire au réfracto. Plus pratique sur un volume dès Ouais, qu'on ouais. commence à être sur un cuiseur ou des grosses casseroles, bien évidemment. On va pouvoir mélanger ici notre deuxième petite partie de sucre avec le xanthane. Pourquoi tu. Et je travaille avec les deux gélifiants en fait, parce que je trouve que si je mets que de la pectine pour gélifier cette recette, à la fin j'ai quelque chose d'un peu cassant ou un peu collé. Et en fait, le fait de rajouter du xanthane à la fin, bah, ça me permet d'avoir la tenue dans mon gâteau et plutôt une texture plus compotée, un peu plus coulante. Crémeuse? Un peu plus crémeuse, exactement. Voilà, on va se remettre régulièrement sur la balance pour vérifier la pesée. On va réduire encore C'est un nickel, tout petit peu. Non? Pardon? À combien? Ah, il manque encore 20 grammes. Là, on D'accord. réduit à 300 grammes. D'accord.
Et tu vois, au final, ça nous aura donné 1 minute d'ébullition. Oui, 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 non, mais c'est surtout les problèmes De régularité de après sur le régularité sur fonctionnement. les quantités. Est-ce que je te prépare un moule ou autre? Ça, tu vas le couler directement? On va le couler dans une empreinte silicone de diamètre 16, qui est dans l'échelle, parfait. Voilà, donc une fois que j'ai suffisamment réduit, parfait, je viens ajouter mon grand marnier. Pareil, comme tout à l'heure, je donne juste un bouillon pour garder uniquement la saveur et les arômes, exactement. Donc je mets toujours une petite partie de sucre avec le xanthane hein, aussi là pour être sûr de bien le dissoudre. Voilà, toujours en pluie. Voilà, on voit que ça épaissit tout de suite et on ajoute nos cubes d'ananas pochés. Alors ce qui est bien, tu sais, c'est les ananas pochés. Oui. Je les passe un petit peu au froid avant. Pour pas qu'il continue de cuire. Non, c'est pas tant pour la cuisson, c'est surtout pour, du coup, ça me rabaisse tout de suite la température en fait de ma compotée Ouais. avant de la couler. Parce que sinon, quand tu viens la répartir dans tes moules, tu as souvent l'ananas qui vient se déposer au fond du moule. Voilà, pour que ce soit vraiment une compotée homogène et plus liée. Donc là, on va pouvoir couler 200 grammes par empreinte. Voilà, à peine lissé. Ouais, c'est très bon. C'est bon, ça passe, chef? Ouais, c'est très bon. Allez, on va mettre ça au surgélateur. Et c'est vrai que tu vois que cette recette-là, j'utilise en insert d'entremets, mais le fait d'avoir aussi le xanthane à la fin, on pourrait très bien la retravailler et avoir une texture facilement à pocher pour garnir un chou, pour garnir une verrine. Et du coup, sans même passer par l'étape de la congélation. Bon, c'est vrai que la xanthane, il faut l'utiliser avec parcimonie. Oui, sinon tout à fait. Mais c'est vrai que là, dans ce cas de figure, la texture est très agréable. Même à chaud. Donc là, on va réaliser une recette très simple, un confit d'ananas qui va nous servir à faire un peu le décor de notre entremets. D'accord. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, la purée d'ananas de la Réunion. Yes. Je la mets à chauffer avec mon glucose. Ma gousse de vanille grattée directement dans la purée. Et on va mélanger le sucre et la pectine. Ça va être, une fois que c'est porté à ébullition, ça va être… On va la laisser fin. refroidir, on va l'étaler très fin pour ensuite la détailler et la déposer dans notre moule thermoformé, tu vas voir. Alors, laisser refroidir, tu vas l'étaler à froid ou tu la… Bah, en fait, tout simplement, je l'étale à froid parce que si je veux l'étaler chaude, je suis obligé d'avoir des règles pour couler comme une pâte de fruits en fait directement sur la table et la refroidir. Si je la coule froide, elle se maintient tout de suite, je retire mon moule et je la passe au froid. Tu la retravailles, tu la mixes ou tu la lisses? Je la relisse, ouais, Ok. je la relisse. Et ça, si j'ai bien compris, ça va être Voilà, tu vas le déposer dans le moule et ça va faire comme un décor dans le moule. Ouais, exactement. On va le détailler. C'est un type de recette qu'on pourrait aussi travailler avec un chablon. Voilà, une bonne ébullition. On y ajoute le jus de citron vert pour repepser un peu notre ananas. Et on va la débarrasser dans un petit cul de poule. Voilà, c'est très très rapide. Et je dis peut-être une bêtise, mais ta compotée de tout à l'heure, tu peux pas l'utiliser, ça va relâcher sinon, pour ton décor. Non, mais au final, je pourrais la mixer complètement et l'étaler. Mais ça veut dire que j'ai travaillé pour faire des beaux petits cubes d'ananas pochés pour derrière tout remixer en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, je le passe au froid pour le refroidir. Alors là, tu vois, notre confit, il a refroidi, il a épaissi. On va pouvoir l'étaler à 3 mm d'épaisseur. Donc là, j'utilise un petit cadre. On pourrait tout simplement utiliser une paire de règles, c'est suffisant. Ou encore une fois, l'étaler avec un motif, si on le souhaite, avec un chablon. Ça se sert très bien aussi avec une règle Pascal. Quand tu veux vraiment en faire beaucoup. Voilà. Et ça, l'avantage de l'avoir laissé refroidir,
c'est que je peux décadrer tout de suite. Mon confit, il est figé. Donc si j'ai Oui, tu j'en ai peux le plusieurs à retravailler. faire, voilà, je peux le retravailler, etc., etc. Et ça, on va le bloquer au surgélateur, s'il te plaît. Alors là, on va utiliser justement notre confit d'ananas qu'on a étalé. Ok. Il est suffisamment froid. On va travailler notre décor sur notre entremets. Donc, notre entremets, il va se monter en 2 étapes, en 2 parties. Donc là, j'utilise un moule dessus de tarte qu'avait fait Thierry Bamas, je crois, qui est prévu en fait pour venir. On a notre fond de tarte garni et on peut avoir posé une compotée de fruits. Et nous, on va monter le gâteau en 2 parties. Une partie avec le décor qui sera le dessus du gâteau et la partie du dessous. Ouais, c'est mieux de mettre le décor dessus. Ok, donc c'est 2 formes symétriques. Et Exactement, on va recoller ensemble. Et donc le décor, le confit d'ananas va venir au fond d'un moule. Tout à fait. Et l'avantage là du coup du thermoformage, c'est qu'on va pouvoir déjà voir par transparence notre travail. Exactement. Disposition du confit. Alors c'est l'étape un petit peu peut-être la plus longue. Mais ça va être vraiment le fruit qui va travailler notre décor. Et finalement, on n'aura pas de travail en termes de coloration de chocolat. Laisse-moi faire. De décor chocolat. Et comme ça, tu commences à... Ah, tu retailles? Légèrement, oui. Ok. Comme ça, ça me permet d'en faire 2. Et ensuite, on prend bien le centre du moule et on vient les disposer de manière à créer un motif de pétales de fleurs. Ok. Voilà. Comme ça me permet de voir déjà un peu ce qu'on va faire. Bon, après, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se fait plaisir à se faire ça à l'emporte-pièce, mais on peut très bien faire un chablon sur mesure. Tout à fait. On aurait très bien pu, je pourrais très bien avoir un chablon déjà détaillé sur 3 mm d'épaisseur et cadré, ne pas avoir cette phase en fait de détaillage. Il y a pas mal de chablons que j'ai fait faire, surtout pour du dessert assiette. Ouais, c'est super pratique. Mais d'ailleurs, je pourrais même avoir un chablon rond directement dans mon moule. Donc par PCB, bien évidemment. Par PCB, oui. Oui, c'est tout à fait possible. Et ça, on peut le réétaler si on veut. Ça, voilà, on est sur la pectine NHX, donc elle est complètement réversible. Toutes les chutes, si on a fait du détaillage, on les remet à chauffer, on les laisse revenir, on les retravaille et on les réétale. Et là-dessus, c'est vrai que je travaille sur celui-ci, l'entremet avec un moule thermoformé du catalogue, facilement exploitable et facile à retrouver. Après, si demain je veux faire un chablon que je veux mettre directement au fond, mon chablon découpé, que je vais le reposer, pocher mon confit, c'est tout à fait possible. Il suffit d'appeler et de leur demander la forme, de leur fournir en fait le motif qu'on a besoin à tel diamètre. Et puis, ils fourniraient le chablon déjà détaillé. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Donc ça, je laisse... Bon, tu vois qu'avec le temps de les déposer, la gelée, elle a le temps de revenir très légèrement. Mais justement, on la laisse revenir très légèrement, qu'elle adhère bien sur le plastique thermoformé pour éviter qu'il y ait des bulles une fois qu'on va mettre notre mousse coco après par-dessus. D'accord? Top. T'as tout compris? Je crois, pour l'instant. Alors on y va, on met ça au froid et on passe à la suite. Alors là, on va faire une petite chantilly coco qu'on va infuser avec notre thé jasmin. Pourquoi une petite? C'est une chantilly coco. C'est une chantilly coco, certes, mais on fait une petite puisqu'on n'a pas besoin d'une grosse quantité. D'accord. Alors, on va faire une chantilly. On a substitué une partie de la crème par de la noix de coco. Comme tu le sais, la noix de coco, c'est un fruit qui est assez gras. Oui. Et du coup, qui foisonne également. D'accord? Donc, on va mettre à chauffer dans notre casserole la première partie de crème. Donc, une crème 35% de matière grasse. Ok. Avec notre purée de coco. Je mets mon sucre directement dedans. Ok. Donc là, pareil, on travaille avec un sucre cassonade justement pour rester sur le côté un peu ambré. Brut, un peu ambré. Et on reste sur coco ananas, on reste sur la... On est bon en termes de géolocalisation. Voilà, donc ça, on va le faire chauffer. Pas besoin de le faire trop chauffer justement. En 75-80 degrés, c'est suffisant. Okay. On y infusera notre zeste de citron vert directement dedans et notre thé jasmin qu'on a mis dans un petit sachet. Donc là, on est sur voilà. du bon. Notre alcool de coco.
notre mascarpone et la dernière partie de crème qu'on peut regrouper dans le cul de poule, s'il te plaît. Oui. Comme ça, on viendra chinoiser directement notre infusion une fois effectuée. Donc j'y ajoute mon sachet de thé jasmin et je fais mon infusion à couvert surtout. Hein. On va mettre un petit film sur la casserole pour bien garder tous les parfums de la coco. De la coco, du citron et du thé. Voilà. Et là, on va laisser ça infuser pendant 15 minutes à couvert. Donc ici, Julien, Oui. notre infusion est terminée. Ok. On va la réchauffer. D'accord. Je vais juste retirer La chaussette là. la chaussette avec le thé jasmin. Voilà. Je réchauffe mon infusion de manière à y faire fondre ma masse de gélatine. Voilà. Et je viens chinoiser mon infusion par-dessus. Donc notre deuxième partie de crème, notre alcool et le mascarpone. Donc là, on a une très petite quantité, le thé était dans la chaussette. C'est toujours bien de repeser aussi l'infusion pour la compléter si nécessaire. Parce que parfois, c'est vrai que dépendamment du thé, certains thés ont tendance à absorber beaucoup de liquide. Voilà, on va mettre un petit coup de mixeur. Donc cette crème, elle va nous servir à pocher sur notre entremets fini. Et on va bien lui laisser au minimum 12 heures de refroidissement. C'est du refroidissement, mais c'est aussi surtout qu'elle se restabilise. Parce que comme on a chauffé une partie de la crème avec notre infusion, on a entre guillemets un déphasage entre les matières grasses et l'eau qu'il y a dans notre crème. Et si je la refroidis en la choquant dans un surgélateur pour qu'elle soit à 4 degrés, dès que je vais la foisonner, tu sais, elle va trancher complètement, quoi. Donc là, on va pouvoir passer à notre montage. Tous nos éléments sont prêts. On va lancer la mousse coco. Donc on travaille avec la pure coco d'origine Indonésie. Ok. D'accord. Donc je la fais chauffer. On peut chauffer, alors pas l'intégralité, on va chauffer un tiers seulement. Ah. D'accord. Donc effectivement, Il faut que le contenant est un peu. Ici, en parallèle, je vais mettre à monter la crème qui a été infusée avec du thé jasmin en infusion à froid, celle-ci, pendant 24 heures. D'accord. Ok, Comme ça, je ne la chauffe pas pour ne pas la déstabiliser du tout et qu'elle puisse monter correctement. Voilà, on met notre crème à monter. Ici, on a du Malibu, de la masse de gélatine, d'accord. Donc masse de gélatine poisson, Ok. 1 pour 6, 1 g de gélatine en poudre, 6 g d'eau, ce qui nous donne 7 g de masse de gélatine. Mais ça, je pense que c'est bon. Ouais, tu as à peu près assimilé le principe de la gélatine poudre. Donc là, je la fais chauffer, je la fais bouillir. On a fait juste Frémir. chauffer, voilà, frémir de manière à venir fondre notre masse de gélatine. C'est ça. Ensuite, on va passer en cul de poule le reste de notre purée de coco. Comme ça, celle-ci, on la garde bien fraîche. Ok. Ça permettra de refroidir notre base qu'on a chauffée. À combien il nous la faut pour le mélange? Je la prends vraiment froide à 25 degrés. Presque, Elle commence à commence prendre sa la gélification, tout à fait. Ah, très bien, l'alcool, ça permet justement, encore une fois, comme on a fait tout à l'heure, d'évaporer l'alcool qui nous intéresse pas spécialement, c'est le goût qu'on cherche. Donc là, on vient récupérer le reste de notre purée de coco. Merci. Et dans un deuxième temps, une fois que notre crème sera montée, on préparera une petite meringue qui va nous permettre d'alléger cette mousse. Donc on a ici des blancs d'œufs qu'on va monter avec de la trimoline et glucose. Alors on n'est pas du tout en fait sur une
Tu peux regarder la crème à côté de toi, Louis, s'il te plaît? Merci. On n'est pas sur une meringue qui est cuite, à l'instar d'une meringue italienne qu'on pouvait faire très souvent par le passé. Là, le fait de ne pas du tout cuire les blancs, on va avoir une meringue qui va être beaucoup plus souple. Un petit peu comme une mousse chocolat, tu sais, façon grand-mère, Oui. où on incorpore des blancs qui sont juste montés et serrés. Juste montés, ouais, Voilà, et très ça- peu serrés. Très peu serrés, du coup, Très peu c'est sucré. beaucoup Là, on plus est bien, léger. ça te va? Parfait. Par contre, en revanche, et ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est que du coup, ça nous impose de travailler avec des blancs d'œufs qui sont déjà pasteurisés. D'accord? En nouveaux produits. Oui, et bien frais. Et bien frais. Ils ne sont pas cuits à la cuisson. Tout à fait. Qu'ils ne soient pas cuits à la cuisson et surtout qu'on ait quand même, comme la meringue italienne, on verse un sucre cuit Oui, à non, 120 mais degrés, ça pasteurise les blancs. Là, on a besoin de travailler sur des blancs qui soient déjà pasteurisés. Ce qui paraît être une évidence pour nous en France parce qu'on les a facilement ces produits, mais c'est vrai que pour avoir fait pas mal de démos à l'étranger, on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de pays qui travaillent en œufs frais qui n'ont pas forcément l'accès facilement à ces nouveaux produits. Donc là, j'ai mis dans ma cuve de batteur juste mon glucose et ma trémoline qu'on peut éventuellement chauffer un tout petit peu au bain-marie si besoin. Juste pour fluidifier les Voilà, juste pour fluidifier les sucres tout simplement. sucres. Là, on le met à monter tranquillement. Donc pareil, hein, le foisonnement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure avec le biscuit. Plutôt un foisonnement assez doux. Pareil pour la crème, on ne l'a pas monté à vitesse maximum. Voilà, donc ça, on laisse refroidir. Alors bien évidemment, la température de notre mélange, elle va varier. Tu sais, si on monte 2 gâteaux comme on fait là ou si on en monte 3 échelles de gâteaux. Hein. On est bien d'accord. Mais ce qui est bien aussi sur des mousses comme ça, c'est presque de laisser tirer, gélifier complètement et juste d'avoir à peine à les rabattre un petit peu et les remélanger. Donc là, notre base purée gélifiée est bien froide. Ok, top. Notre crème est montée, mousseuse et notre meringue est prête. On va pouvoir passer à notre mélange. Est-ce que tu as l'intégralité de la meringue ou il faut Non, reposer on va repeser parce qu'évidemment j'ai fait un petit peu plus de quantité pour pouvoir la monter? pour pouvoir la monter. Donc là, on va ajouter progressivement notre crème montée. Et on va terminer par notre meringue italienne. Enfin, notre meringue Pas italienne. pas italienne, pas italienne, exactement. Voilà. Voilà, donc on la monte très souple. Hein. Ouais. Voilà. Et ici, on a notre plaque, donc avec tous les composants de notre entremets, la compotée de mangue, le biscuit et le shortbread. Donc le shortbread, je viens le mettre directement dans le fond de mes moules. On va venir couler la mousse coco. Merci. On a poché Compris. 130 grammes. On vient tapoter notre moule. Et tu vois, le fait d'avoir le thermoformage, ça nous permet de vérifier qu'on n'a pas de bulles d'air qui se sont créées. Voilà, et on n'a plus qu'à déposer dessus notre insert et à venir lisser. Voilà, et on fera exactement la même chose de l'autre côté. Tiens, je te laisse repocher la mousse, et comme ça on va tout lisser en même temps. Voilà, on va bloquer ça au surgélateur. Et on va bien garder notre petite quantité de mousse restante pour éventuellement en rajouter un tout petit peu pour bien les solidariser ensemble. Donc là, nos entremets sont surgelés. Ouais. On va pouvoir les démouler, d'accord? Donc un petit peu d'eau chaude. Attends, pas trop chaude quand même. Ça va dépendre de la forme du moule. Il faut pas que l'eau soit trop chaude, comment dirais-je, pour ne pas arracher, en fait, abîmer notre mousse. Mais parfois, moi je trouve que une mousse bien surgelée, un choc thermique, en fait, avec une eau très chaude, clac, le plastique tu rétractes et on a un démoulage qui se fait tout seul. Tu vois? Hop. Magnifique. Le bas, on va le démouler également. Tu sais, quand on a
un très très bon surgélateur. Parfois juste un coup de décapeur thermique, ça suffit à faire rétracter le plastique en fait. Donc là, on a le moule, on a le gâteau en deux parties. On voit, c'est très simple, un petit passage dans l'eau. Alors, on va pouvoir passer à la finition de notre gâteau, Julien. Avec plaisir. On a monté la chantilly coco, d'accord? Bien soyeuse, pas trop montée, juste qu'elle se tienne. Ok. Une belle texture bien lisse. Voilà. Merci. Donc là, on a pris une douille unie. Donc je vais juste mettre une très fine épaisseur de chantilly coco, chose qu'on pourrait également faire avec un petit restant de mousse, tu sais. Ouais. Et je viens coller par-dessus, le dessus donc du gâteau avec le décor qu'on a légèrement passé avec un voile de nappage neutre au pistolet pour que ce soit très fin. Voilà, je vais me surélever. Tu vois comme quoi les boîtes ingrédients, elles sont Indispensable. indispensables. La hauteur est parfaite. Voilà, et je viens pocher des belles boules de crème, un petit peu écrasées, tu sais, sur la fin. Et ensuite, tu vois, j'ai préparé juste un petit peu de noix de coco râpée, grillée au four à 160 degrés, avec un petit peu de zeste de citron vert. Et on va venir le parsemer en fait sur les côtés de notre gâteau, sur notre pochage, surtout en essayant de garder très propre le dessus du gâteau. Voilà, comme ça on vient complètement masquer notre jointure. Petit coup de palette pour bien araser, bien ébarber le bord du gâteau. Voilà, tout ça. Le but c'est vraiment de rester dans notre décor de notre côté floral. Voilà, on va se pocher une belle boule de crème au milieu. Et alors, tu vois, pour l'occasion de notre collab, de notre démo ensemble, PCB nous a fait des petites plaquettes. Alors ça illustre assez bien le fait qu'on travaille à deux. qu'on travaille à deux. Je pense qu'on s'apprécie aussi parce que la plaquette, j'avoue que je ne sais pas si c'est pour une collab ou s'il faut qu'on... Voilà, bon, on va décorer. Voilà, d'accord, ok. Non, mais bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que l'avantage, c'est que assez rapidement, tu peux répondre à une demande, à une commande, à un événement, si tu fais des gâteaux pour une entreprise, si pour une marque, si tu fais un mariage et que tu veux avoir une plaquette personnalisée, par exemple, tu peux facilement et très rapidement avoir ce que tu veux, que ce soit en impression ou en relief. ouais. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les reliefs comme ça, très fins. Oui, Enfin, je trouve ça très très beau. Ça nous permet de signer le gâteau. Et un produit que je trouve magnifique, c'est les petites fleurs séchées qui vont parfaitement là illustrer le travail qu'on a fait entre le jasmin et la coco et l'ananas. Donc elles sont très délicates. Là, on les utilise sur un gâteau. On peut très bien les utiliser aussi sur un dessert assiette, j'en ai utilisé assez souvent et c'est vrai qu'elles sont très belles. Tout à fait, un dessert assiette et on peut les utiliser aussi sur des bonbons de chocolat. D'accord. À la sortie du tapis. Bah top. Voilà. On va mettre ça au froid et puis on va goûter ça. On laisse ça revenir en température. C'est un gâteau qu'on va manger assez frais, hein, aux alentours de 6-7 degrés. D'accord. Et puis on goûtera ça. Bon. Bah le meilleur moment. On se le goûte ce gâteau? Allez, la déguste. Petite pointe de sel.
le jasmin. Moi, je trouve que ça va bien enrober, ça vient enrober le tout. Parfum très délicat. J'avais un petit peu peur au départ, avant de faire cette association ananas et jasmin. C'est vrai que le jasmin, on a plus tendance à le marier avec de la mangue, avec de la poire, avec des fruits assez doux, pas forcément avec de l'acidité. Mais quelque part, justement, le côté un peu gras de la coco vient bien lier l'ensemble. Ça se mange tout seul. Non, c'est très bon. Elle est importante, les cubes d'ananas sont hyper importants. Bah, ça donne de la mâche, c'est vrai que c'est pas toujours évident sur des volumes de travailler du fruit frais, mais forcément ça peut être que positif, parce que ça t'apporte de la mâche, la vraie texture du fruit. Bah écoute Étienne, merci. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à Pontier de nous avoir fait confiance avec PCB, surtout si c'était pas gagné. Une des mois à deux. À très bientôt. Salut.